à votre disposition. Et il y a ce que je vais présenter, c'est un peu un truc double. D'une part, on m'a demandé de présenter brièvement 27001, 27002, 27005. Évidemment, ça sera plutôt un éclairage global qu'autre chose. Et on m'a demandé aussi de présenter un petit peu la FNOR, mais si je présente la FNOR, il faut que je parle un peu de l'ISO et très brièvement de la CEN. Donc voilà, c'est le plan un petit peu de ce que je vais vous présenter. Alors, comment je passe au suivant? Tu te présentes peut-être, Paul. Ah oui, pardon. Paul Richy. Je suis ingénieur télécom, enfin ENST d'il y a très longtemps. Et j'ai passé la majeure partie, pour ne pas dire la totalité, de ma carrière dans ce qui était PTT, France Télécom et Orange. Et j'ai fini à la direction de la sécurité d'Orange, où j'étais en particulier en charge de la rédaction des documents réglementaires ou normatifs. D'où je participe donc aux travaux de l'AFNOR depuis très longtemps et aux travaux de la Commission nationale cyber depuis sa création. Évidemment, tu es à l'ARCSI. Et, et, et je suis aussi à l'ARCSI, au Club EBIOS et dans quelques endroits complémentaires. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter, si je vais trop vite ou s'il y a des points qui vous interpellent, ben, vous essayez de poser des questions, soit par le chat, soit directement. Je vois qu'il y a d'ailleurs six chats. D'accord, c'est bon. De toute manière, après ta présentation, les questions que Sabine est en train de lire sur le chat, je suppose, Voilà. s'adressent à Sabine À et à tous les deux, Paul. hein. Et Oui, à à tous Paul. les deux. Donc, pour l'ISO, alors l'ISO, c'est un organisme de normalisation créé en 1947, après la Seconde Guerre mondiale. Euh, pour l'anecdote, ISO, c'est pas l'acronyme de quelque chose, ça s'écrit ISO et c'est pas l'abréviation de International Standard Organization ou quelque chose comme ça, c'est ISO parce que ça devait être la même chose dans toutes les langues à l'origine. Ça représente actuellement 175 pays et chaque pays dispose pour le vote d'un document d'une voix. L'AFNOR, c'est le représentant français à l'ISO. Actuellement, l'ISO, bah, c'est pas loin de 300 comités techniques et plus de 26 000 normes, ce qui représente quand même un nombre important. Évidemment, ça recouvre des sujets extrêmement variés. J'en parlerai un tout petit peu dans le transparent numéro 2. Ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'une norme passe par des stades d'élaboration assez lentement parce qu'il y a au stade des comités techniques 2 réunions par an et normalement le cycle de vie, c'est un New Work Item Proposal, c'est-à-dire on propose un document. S'il est accepté, ça passe en Working Draft où il y a, selon la durée proposée de normalisation, un, deux, voire trois working drafts. En comité draft, il y en a généralement deux. Et ensuite, on passe à la version finale, c'est-à-dire le DIS, Draft International Standard, ou FDIS, Final Draft International Standard. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait moins de 25% de votes négatifs. C'est-à-dire que pour qu'une norme soit votée, il faut qu'il y ait un très large consensus. Euh, la plupart des normes que j'ai suivies, les votes positifs étaient entre 80 et 95%, pour vous donner une idée. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si une norme est un peu mal gérée, qu'on n'arrive pas au consensus, il y a, mettons, 30 ou 40% de votes négatifs, on repart à zéro. C'est-à-dire que toutes les différentes étapes, il faut les repasser. C'est donc il faut faire très attention lors de la dernière étape. Enfin, il faut savoir qu'une norme est révisée actuellement tous les 5 ans. Avant, c'était un peu plus souvent, un peu plus fréquent. Et la révision demande, en général, elle est programmée lors du New Work Item 3 à 4 ans. Ce qui veut dire que quand vous avez une norme comme la 27001, la 20, etc., euh, entre deux versions, il y a en moyenne 8 ou 9 ans, ce qui n'est pas négligeable. Et ça pose quelques problèmes à l'heure actuelle. Excusez-moi. Voilà. Je voudrais citer quelques comités techniques pour donner une idée de la disparité. J'ai dit qu'il y avait 25 000 normes environ et 250 comités techniques. Ça veut dire quoi? Statistiquement, un comité technique moyen, c'est 100 normes. Ben, le JTC1, le Joint Technical Committee 1, qui s'occupe des technologies de l'information, évidemment, c'est important à l'heure actuelle, il gère à lui tout seul plus de
3500 normes, c'est-à-dire qu'ils représentent environ entre 30 et 40 comités techniques moyens. Dans les sous-comités du JTC1, il y a celui qui intéresse un petit peu la présentation ce soir, c'est le SC27, qui est en charge de la sécurité de l'information, de la cybersécurité et de la protection de la vie privée. Comme vous le voyez, ça fait beaucoup de choses. Et ce SC27 est en particulier en charge de l'élaboration de la série 27000. Je mentionne aussi que dans le JTC1, il y a le sous-comité 42 qui, lui, traite d'intelligence artificielle et de big data, qui est assez important par les temps qui courent. On en a parlé un tout petit peu en début de réunion. Je mentionne par exemple le TC20, aéronautique et espace. Il a près de 700 normes, c'est un très gros comité. Le 22, véhicules routiers, plus de 1000 normes. Le 34, produits alimentaires, plus de 900 normes. Et je mentionne le TC 292, pas à cause du nombre de normes, il y a 60 normes, mais parce qu'il traite de sécurité et de résilience, ce qui est donc en fort lien avec les travaux du SC27. Il y a d'ailleurs des relations entre ces deux, entre le TC 292 et le SC27. L'AFNOR, quant à elle, c'est une organisation qui a été créée en 1926. Comme je l'ai mentionné, c'est le membre français de l'ISO. En fait, on peut considérer qu'il y a l'AFNOR qui travaille au niveau de la France et qui émet des documents. Alors, elle émet des normes, mais elle émet aussi des documents de type normatif ou réglementaire qui sont pour le niveau français. Et puis, il y a donc le niveau mondial qui est représenté par l'ISO. Il faut savoir qu'il existe un niveau intermédiaire, le niveau du CEN, du Comité européen de normalisation, qui a été créé, bien sûr, avec le développement de la communauté européenne en 61. Et il se compose de 33 membres, les membres statutaires de l'Union européenne, 3 pays de l'AELE, de l'Association européenne de libre-échange, Suisse, Norvège et Islande, ainsi que de la Turquie et de la Macédoine du Nord. Comme autre point que je voulais mentionner, que je considère important, l'un des intérêts de l'ISO et de la FNOR, outre le consensus nécessaire pour l'élaboration d'un document, c'est le fait que n'importe qui peut participer aux travaux de la FNOR et donc de l'ISO. La cotisation, elle est basée, quand c'est une entreprise, sur le chiffre d'affaires. Si ce n'est pas une entreprise, elle est assez modique, que ça sera les revenus de la personne, et sur le rôle que l'on doit exercer au sein de la structure AFNOR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les gens qui sont à titre individuel, ça peut être une cotisation très faible. Par contre, quand par exemple je représentais Orange à la CN Cyber, en plus j'avais un petit rôle au sein du WG1, il y avait, ça devait être à l'époque 5 000 ou 5 000 euros de cotisation annuelle. Ça dépend tout à fait de ce que vous représentez. La CN Cyber, c'est le miroir français du GTC1 SC27. Et donc, comme le SC27, elle est en charge de la sécurité de l'information, de la cybersécurité, de la protection de la vie privée. Vous noterez que c'est quand même assez complexe parce que sécurité de l'information, c'est un sujet actuel dont, par exemple, on vient de parler dans la présentation précédente, avec la cybersécurité. Cybersécurité, le terme a été rajouté récemment pour bien qu'il y ait cyber. Et la protection de la vie privée, par contre, c'est un ajout assez curieux parce que le thème de vie privée et de données personnelles est très transverse. Donc, ça pose régulièrement des problèmes au niveau de la FNOR et de l'ISO. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, chaque comité technique se réunit 2 fois par an. Et c'est-à-dire que quand on doit passer d'un stade d'évolution d'une norme à un autre stade, ça n'est qu'une fois tous les 6 mois. Ça se prépare, évidemment, les propositions doivent être envoyées environ 2 mois avant. Les votes ont lieu lors de la réunion. Et l'un des problèmes que je rencontre depuis quelque temps, c'est que les réunions qui étaient systématiquement en présentiel sont passées en mode hybride depuis la pandémie. Alors, vous me direz quelles sont les conséquences. Je vais expliquer un tout petit peu. Par exemple, la CN Cyber, elle est donc le membre français du SC27. Quand le SC27 se réunit à l'international, ça représente à peu près 500 personnes, entre 400 et 500 personnes, divisées en 5 working groups. Avec les nouveaux modes de type hybride, ce
qui a changé, c'est qu'avant, ces 400 ou 500 personnes se réunissaient au même endroit pendant une semaine. Maintenant, chaque working group se réunit comme il le veut, c'est pas forcément en même temps que les autres working groups. Et en plus, comme c'est en hybride, si je prends l'exemple d'une réunion du WG1 que j'avais un petit peu suivi, enfin, il n'y a pas très longtemps, il y avait environ 80 inscrits possibles, 60 qui sont inscrits, et en présentiel, il y en avait 15. Donc, c'est du point de vue de l'élaboration des documents, ça veut dire qu'on discute beaucoup moins de gré à gré. Et ça, à mon avis, ça nuit à la, comment dirais-je, à la prise en compte des nuances dans la rédaction. Donc, après, je vais essayer, pardonnez-moi d'aller assez vite, mais en un quart d'heure, faut que je tienne un petit peu. Je vais essayer de parler des trois normes, 27001, 27002, 27005. La 27001, elle est parue en 2005 pour la première fois, et c'est une norme de management. C'est-à-dire que son thème, c'est la notion d'Information Security Management System, donc la mise en place d'un système de gestion de la sécurité de l'information par une approche processus et dans une perspective d'amélioration continue. Les normes de management visent pour l'essentiel à permettre une certification. Et la certification, c'est en fait une approche de conformité. Si je veux expliquer la chose, pour la norme 27001, par exemple, vous allez définir une déclaration d'applicabilité qui va contenir en gros le champ sur lequel votre proposition de demande de conformité va être examinée, ainsi que les mesures que vous avez retenues, mesures qui sont en principe issues de la 27002, enfin obligatoirement, mais pas seulement nécessairement. Et la, la certification consistera à dire que vous êtes bien conforme à ce que vous avez déclaré. Si j'insiste sur cette notion, ça veut dire que vous n'êtes pas certain d'avoir un très haut niveau de sécurité, que votre certification garantit que vous avez mis en place un système qui est bien conforme à ce que vous avez déclaré. Et c'est tout. Il faut le prendre un petit peu en considération sur le niveau de sécurité. Cette norme, comme je l'ai expliqué, c'est pas révisé tous les ans, loin de là. Elle a donc été révisée en 2013 et en 2022. Mais en 2022, la révision n'a pas été un grand pas en avant parce que c'était simplement la prise en compte de la nouvelle version de l'ISO 27002. Pourquoi devait-on prendre en compte la nouvelle version de l'ISO 27002? Parce que l'annexe A de la 27001 se compose des objectifs de mesure et des mesures de la 27002. Donc, quand la 27002 change, on est obligé de changer, de mettre à jour la 27001. C'est ce qui a été fait en 2022. Et c'est d'autant plus nécessaire que l'annexe A est d'application obligatoire, c'est-à-dire que quand on veut une certification 27001, il faut avoir examiné l'ensemble des mesures de la 27002. Il faut aussi savoir que cette norme ne permet pas que la certification de processus, le système d'information, elle permet aussi la certification de personnes. Les deux plus connus, c'est Lead Auditor 27001 et Information Security Risk Manager 27005. Cette dernière partie correspondant à l'analyse de risque, et donc par exemple en France, correspondant à l'utilisation des méthodes des BIOS Risk Manager ou MEARI. Voilà. La 27002, elle, est une norme technique. Alors, quand je dis parue en 2005, c'est pas tout à fait exact. Elle avait une première version 17799 qui était parue avant, et elle ne s'est appelée définitivement 27002 qu'en 2007. Mais disons qu'à partir de la version 2005, on a eu 11 chapitres et 133 mesures de sécurité. En 2013, la révision a été assez semblable à la version 2005, en sens qu'il y avait 14 chapitres et 114 mesures. Et comme vous le constatez, en 2022, il y a eu une réforme de structure très profonde, puisque la norme se compose maintenant de 4 chapitres et de 93 mesures. J'ai essayé de synthétiser un petit peu. Les 4 chapitres retenus sont des mesures organisationnelles. Il y a 37 mesures et 3 d'entre elles sont nouvelles. Des mesures qui sont liées aux personnes, il y en a 8
et il n'y a pas eu de nouvelles mesures qui sont apparues. Dans les contrôles physiques, il y en a 14 et un nouveau contrôle. Et dans les mesures technologiques, il y en a 34, dont 5 nouvelles. Autrement dit, il y a une dizaine de nouvelles mesures et une assez forte synthèse qui a été réalisée sur les 83 autres, puisque ça représente un petit peu un condensé des 133 puis des 114 mesures antérieures. Et ça, c'est la version. Cette version ne s'est pas contentée de changer le chapitrage, elle a aussi introduit une notion très importante, la notion d'attribut. La notion d'attribut, c'est ce qui permet en gros de classer les mesures selon ce qu'elles font. Et il y a bien sûr plusieurs approches possibles. Donc, dans la norme elle-même, on a retenu 5 thèmes. Le type de mesure, ça peut être des mesures de prévention, détection ou correction. Ça peut être des mesures dans propriété de sécurité de l'information, pardon pour la double apostrophe. Ça, c'est les critères classiques que l'on connaît généralement quand on suit la 27001 et 2, c'est-à-dire les critères disponibilité, intégrité, confidentialité. On a aussi retenu une approche américaine, l'approche du NIST, issue d'un document Security Framework qui est assez proche finalement de ce qu'on a retenu pour EBIOS Risk Manager. Et c'est identifier, protéger, détecter, répondre et restaurer. D'ailleurs, dans la présentation précédente, on a un petit peu mentionné les approches du NIST. Il y a aussi les thèmes de capacité opérationnelle. Il y a 15 attributs que je ne vous ai pas détaillés. Et les domaines de sécurité, gouvernance et écosystème, protection, défense, résilience. Rien ne vous empêche d'en ajouter à votre gré. L'intérêt aussi de ces 5 thèmes, c'est que comme ils sont dans la norme, il y a quand même pas mal d'endroits où vous pourrez discuter de la nature des mesures que vous prenez et comparer avec ce qui est fait ailleurs. Donc ça, c'est pour la 27002. La 27005, elle est elle aussi parue en 2005. Elle a été révisée en 2011 et en 2018. Et la version actuelle est parue en 2022. Et la version actuelle a pris en compte en particulier la méthode EBIOS Risk Manager qui était parue fin 2018. Et donc, dans l'annexe A de la version 2022, il y a une description qui, en gros, valide l'approche EBIOS Risk Manager. La 27005, je voudrais bien, c'est une norme qui traite de la gestion du risque en sécurité de l'information, mais ce n'est pas une norme d'analyse de risque. C'est une norme qui permet de valider la conformité des méthodes d'analyse de risque qui sont proposées. C'est en cela, justement, que l'approche EBIOS Risk Manager est tout à fait validée dans la version 2022 de la 27005. Et puis, bien sûr, des tas d'autres méthodes sont validées par cette 27005. Et c'est souvent, on considère, quand on lit la 27005, qu'elle définit une méthode, c'est pas tout à fait exact, elle définit à quoi une méthode doit être conforme, qui est beaucoup plus large comme approche. Voilà, je suis allé très vite et je dois avoir un transparent. Non, excusez-moi. Il doit avoir un transparent de conclusion. Toutes les normes évoluent. Comme vous avez remarqué, la 27001, la 27002 et la 27005 ont pratiquement comme origine 2022. Donc, on va être en approche pour l'analyse de besoins de révision. Pour ça, on va procéder dans les 3 cas à ce qu'on appelle une study période. Et la study période a pour objet de voir si il est nécessaire de modifier la norme en question. En gros, quand une norme entre en examen périodique, il y a 3 issues possibles. Soit la norme est devenue obsolète et on la supprime, c'est rare, et bien sûr pour les 3 normes mentionnées, ce n'est pas le cas. Soit on considère que la norme est dans un état intéressant et qu'il n'y a pas de raison de le modifier, auquel cas la norme est inchangée. Et dans ce cas-là, comment le sait-on? On le sait parce qu'on ne change pas la date de parution de la norme. Si par exemple la norme 27005 qui date de 2022 rentre en révision, rentre en study période et que la study période aboutit à ne pas faire de révision, eh bien pendant quelques années de plus, la norme 27005 restera 2022. Au contraire, si on décide d'entamer une révision, la nouvelle version prendra l'année de la parution, qui, vu qu'on est en 2022, sera donc à peu près 5 ans après.
Je mentionne aussi deux cas. Il y en a un dont j'ai parlé, c'est le sous-comité 42 sur l'intelligence artificielle. Et j'ai un petit peu parlé du TC 292, sécurité et résilience. Je voudrais les mentionner parce que ce sont des domaines où il y a des liens énormes, dans le premier cas avec la sécurité, dans le second cas essentiellement avec la sécurité, mais aussi les données personnelles. Et dans ces deux, dans ce comité technique et ce comité, il n'y a pas d'approche analyse de risque par scénario. Ce sont des approches qu'on appelle par BIA, par Business Impact Analysis, c'est-à-dire que dans, quand on veut procéder à l'analyse, entre guillemets, l'analyse de risque dans ce contexte, on ne considère pas des scénarios, on considère quels sont les dégâts possibles suite à un sinistre ou une attaque. Et c'est donc plus orienté vers la reconstruction que vers la prévention, qui est un petit peu embêtant. Et en outre, dans l'intelligence artificielle, l'autre problème, c'est qu'il y a un très grand besoin de données personnelles. Ça risque de remettre en cause des approches sur la sécurité des données personnelles telles qu'elles sont actuellement menées. Enfin, euh, j'ai dit que les normes étaient liées à la notion de mondialisation. Donc, je voudrais rajouter au petit alinéa que j'ai mis sur le fait qu'il y a moins de présentiel qui nuit au caractère nuancé du contenu des normes, je voudrais mentionner aussi que il est évident que le contexte général à l'heure actuelle n'est pas tout à fait en faveur de la mondialisation. Et donc, les normes vont devoir sans doute évoluer. Probablement, on va avoir une importance accrue à des normes plus locales, dans le cas que j'ai présenté, des normes européennes ou françaises, voire même, puisque les normes évoluent assez lentement, voire même il y aura des décisions prises au niveau des gouvernements ou des instances européennes pour émettre des règlements qui ne seront pas des normes, mais qui empiéteront sur leur domaine. Donc, évidemment, dans ce cas-là, ce qui sera très souhaitable, c'est qu'une entité comme la FNOR participe à tous ces genres de travaux. Voilà, j'ai essayé de faire un survol très rapide. Je ne sais pas dans combien de temps j'ai. Est-ce que j'ai à peu près tenu les délais? C'est bon là, c'est dépassé. On va passer aux Non, c'est questions-réponses. très bien, c'est très bien. En tout cas, je vous remercie de m'avoir supporté. Merci Merci. Paul et merci à tous les deux. Et j'arrête le partage. On passe